Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour l'interview du dimanche et pour ce dimanche, je suis ravi d'accueillir un CEO d'une plateforme qui arrive à se maintenir en forme. Et oui, c'est quand même beaucoup de plateformes qui ont disparu malheureusement en 2024-2023. Et voilà, c'est l'une des rares plateformes encore existantes en forme sur l'immobilier fractionné. C'est vrai que j'en parle quand même régulièrement, que ce soit dans le monde ou en tout cas sur les présentations de projets. Et je l'avais classée dans mon top annuel seulement à la 5e position, mais elle mériterait de progresser par rapport en tout cas à ces nouveaux projets depuis le début d'année. Et du coup, on va en parler. Et donc, je suis ravi de recevoir Thomas. Salut Thomas. Salut, comment vas-tu? Merci pour ton invitation. Eh ben, avec plaisir et merci, on a réussi à se capter. Voilà, on sait que tu es pas mal chargé, notamment avec tous les projets qui sortent sur Tantième en ce moment. Donc, merci d'avoir accepté du coup cette invitation. Et du coup, je vais te laisser te présenter, savoir qui tu es et voilà, et surtout nous présenter Tantième pour ceux qui ne connaîtraient pas. Eh bien, merci à nouveau. Thomas Penet, je suis un des cofondateurs de Tantième avec Eric, mon associé, 45 ans. Précédemment, j'étais directeur commercial et marketing de Cogedim, qui est un des principaux promoteurs immobiliers en France. On a fondé Tantième il y a 2 ans et demi, sur un principe tout bête qui était que l'immobilier n'était plus très accessible, c'est un euphémisme, et le digital permettait de mettre à disposition des biens auxquels on n'a pas forcément accès en tant que particulier. Et donc, on a lancé l'activité avec Eric, donc, et puis un board, on y reviendra justement sur l'équipe qui nous accompagne. Et comme tu le dis, ça tourne plutôt bien, on est toujours vivant après 2 ans, avec une situation financière qui est à l'équilibre de surcroît, et des biens qui sortent régulièrement. Donc super, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ça s'accélère, parce que j'ai l'impression que là, en ce moment, on a des biens presque au moins un par mois, en tout cas pour l'instant. Donc, on est sur Ouais, ce puis rythme. alors après, on y reviendra, mais je ne veux pas non plus qu'on aille trop vite. On est nous-mêmes co-investisseurs sur tous les projets, donc on est assez sélectif. On a, je pense, même pas 2% des biens qu'on étudie qui sont vraiment proposés sur la plateforme. On en a étudié, je crois qu'on a décrit dans notre rapport de gestion quasiment 1000 l'an dernier, on n'en a proposé que 20. Et là, le sujet, c'est que les biens, comme la communauté a grandi, ça nous permet aussi de proposer des actifs plus gros. Tu vois, celui de Bordeaux qui sort la semaine prochaine, il fait plus de 2 millions d'euros. Et on le fait quasi exclusivement avec des particuliers. À la différence de certains autres acteurs, on ne fait pas appel CGP et tout ça. à des CGP ou à de la dette bancaire. Donc, c'est principalement, c'est quasi exclusivement des gens comme toi et moi. Ok. Donc, il y a quand même quelques CGP qui investissent pour certains clients ou non, vraiment, c'est que du Il y a quelques particulier ou... CGP, on a maximum 10% des collectes qui sont financées par des CGP. Ok. C'est plus un filet de sécurité, on va dire, qui nous permet d'être certain d'arriver à boucler les collectes. Jusqu'à présent, on n'en aurait pas forcément eu besoin, mais bon, voilà, c'est important de travailler avec des CGP quand ça va bien, quand ça va mal aussi, ça permet d'avoir une bonne relation par la suite. Ok. Et du coup, société, on peut investir en société aussi ou pas? Ouais, on peut investir en société, tout à fait. De plus en plus de monde. En fait, en grandissant, on a des profils parfois un peu plus seniors, tu vois, qui viennent à nous, des déçus de la SCPI, qui investissent en société. Et puis, bon, l'intérêt, évidemment, c'est l'imposition. Et puis, on a des gens aussi qui étaient imposés à l'IFI, tu vois, qui comprennent l'intérêt d'investir dans l'immobilier avec une fiscalité qui est moins contraignante. Donc voilà, donc on a vraiment tout type de profil. On a des gens qui mettent 100 euros parce que c'est le ticket d'entrée. On a des gens qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros sur chaque projet. Donc c'est ce qu'on voulait, tu vois. C'était justement montrer que c'est accessible à tous. Ok. Et puis, c'est un bon point que tu as soulevé parce que du coup, en effet, il y en a qui sont imposés. Enfin, aujourd'hui, c'est l'IFI. Bon, après, les lois françaises changent beaucoup, beaucoup, mais du coup, techniquement, on parle d'immobilier, mais vous n'êtes, vous n'est pas assimilé à de l'immobilier, en tout cas en tech tel. Ça reste un actif mobilier, je crois, plutôt. Ça reste un titre financier. Ça, Ouais. c'est l'énorme intérêt, en fait. Quand les gens investissent, on parle des SCPI, et découvrent que la fiscalité est quand même assez dure, ou même en peut-être à titre personnel, se rendre compte que la fiscalité peut être difficile sur l'immobilier. Là, on a un titre financier qui est imposé à la flat tax. Alors, est-ce que ça bougera, est-ce que ça bougera pas la flat tax peut-être 33% demain, mais voilà, on est sur un produit au moins qui, en termes de fiscalité, est un peu mieux disant que les autres.
Oui, non, mais ça, on est d'accord. Après, voilà, bon, il y a des avantages et des inconvénients Bien sûr. comme partout. Euh, Aujourd'hui, vous êtes quasiment exclusivement sur des biens commerciaux. Alors, ce soit commerciaux dans le sens, on va dire, il y a du Airbnb, des locations courte durée, mais du coup, vous avez une destination commerciale ou vraiment, du coup, des cellules commerciales. Pourquoi ce choix quand même pas mal de plateformes, à contrario, avaient plutôt sélectionné du résidentiel? C'est une bonne question. Quand on s'est lancé, on a décidé de faire à la fois du résidentiel, du commercial. On voulait faire du bureau. On voulait vraiment proposer toutes les classes d'actifs. Le bureau, on l'a mis de côté assez rapidement parce que on a vu ce qui s'était passé ces dernières années avec des très très fortes décotes. Donc c'est pas le moment. On y reviendra peut-être, mais pour le moment, on a mis de côté le bureau. Et ensuite, sur le résidentiel, deux sujets en fait. Le premier, c'est que nous-mêmes, à titre personnel, avec Eric, on est investisseurs dans l'immobilier physique depuis maintenant quelques années. Pour tous ceux qui ont été investisseurs un jour, qui ont acheté des appartements pour les mettre en location, courte durée ou pas, c'est pas simple. Voilà. Entre l'histoire qu'on se raconte, l'histoire que racontent les vendeurs sur Insta et la réalité, il y a une grosse différence. Donc le sujet, c'est que, et jusqu'à présent, on pouvait espérer des rentabilités intéressantes dans le résidentiel. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, sauf à prendre des risques importants sur les typologies d'actifs, des colocs, tu vois, des choses comme ça. Mais sur le papier, c'est très beau. La réalité, c'est qu'il y a du turnover, c'est des galères à gérer, il y a des coûts supplémentaires de gestion, etc., qui vont venir flinguer la renta. Ou sinon, en allant dans des zones qui sont pas terribles, qui sont en développement. Ils ne sont pas premium, on va dire. Pas premium. Et donc, et je le dis avec autant de simplicité que moi-même, je suis propriétaire d'une coloc à Roubaix. Tu vois, je sais de quoi je parle. Et donc, en fait, pour Tantième, on s'est dit tout de suite, on va proposer un actif à des actifs qui sont sécurisés en termes de rendement, parce que j'ai pas envie, moi, demain, d'aller expliquer aux investisseurs tous les jours qu'on leur a promis 6%, 7%, 8%, et on n'arrive pas à le tenir. Donc moi, je préfère aujourd'hui aller sur des actifs qui sont avec des rentabilités plus sécures, et ça, c'est l'immobilier commercial. On y reviendra, l'immobilier commercial, alors à condition évidemment de bien le choisir, d'être dans les bonnes villes, d'avoir fait les analyses qu'il faut pour les locataires, avoir toutes les garanties derrière. Mais aujourd'hui, quand on compare les rendements qu'on arrive à avoir sur du commercial par rapport au résidentiel, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le rapport rendement-risque, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Donc, nous, on a pris ce parti. Ça ne veut pas dire qu'on fera toujours ça demain. Okay. Mais aujourd'hui, de manière très opportuniste, c'est ce qu'il y a de mieux. Très bien. Bon, ce que je vois, c'est que vous avez fait, en tout cas, le choix opposé de Brix. Bon, ça, c'est un petit tacle. Voilà. Ouais, voilà. Je ne vais pas commenter Brix, mais. Non, mais c'est juste moi. Je ne te demandais pas de commenter ça. Non, mais j'ai moi-même été client. Tu vois, j'ai acheté des actifs chez eux il y a quelques années pour voir. Ils s'en sont mordus les doigts et ils ont pivoté. Tu vois. Ben oui, non, mais aujourd'hui, c'est plus du tout sur le. C'est même pas un concurrent par rapport à vous. Non, voilà. Aujourd'hui. Ok, très clair. Donc on voit, c'est vrai que pas que vous touchez à tout, mais en effet, vous allez sur. On a vu, on a des commerces, on a de la location courte durée. On est à Lille, à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon. On est à peu près au nord, sud, est, ouest de la France. Est-ce que, en gros, votre philosophie, c'est saisir les opportunités qui sont là, ou c'est quoi un peu votre philosophie par rapport à tout ça? Notre philosophie, c'est comme tu dis, c'est d'être opportuniste. C'est-à-dire que nous, on a un cahier des charges qui est très simple. On investit dans les 15 plus grandes villes de France. On essaye d'être systématiquement dans le centre-ville pour une raison très simple, c'est que si demain le locataire s'en va, je vais être en capacité de relouer rapidement. Et donc, je ne vais pas aller dans une zone industrielle, dans une zone commerciale que je ne connais pas. On nous a proposé plein de super dossiers, tu vois, parfois dans des zones d'activité. Mais si demain le locataire s'en va, je me retrouve avec un hangar qui sera difficile à relouer ou qui prendra du temps. Donc moi, le premier point, c'est le centre-ville. Le second, c'est la qualité du locataire. C'est-à-dire que globalement, je préfère louer une banque, un centre médical, une enseigne de grande distribution réputée, un opticien, tu vois, des gens comme ça dont je sais que les activités sont solides, sont pérennes,
Je ne vais pas proposer de bar, par exemple, tu vois. Je sais que c'est compliqué, ces activités. Et le troisième point, évidemment, c'est le rendement qu'on arrive à avoir. Est-ce que le prix d'achat est le bon? Mais finalement, le prix d'achat, il arrive quasiment à la fin. D'abord, c'est la localisation. Ensuite, c'est la qualité réellement du locataire en place. Tu vois, est-ce qu'on connaît ses bilans? Est-ce qu'il a eu des arriérés est-ce qu'il a eu des impayés de loyer? Euh, est-ce que le produit n'a pas de loup? Parce que dans l'immobilier, tu le sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent, à un moment ou à un autre, poser un problème. Et voilà, donc à partir de là, ce cahier des charges, il est assez simple. On regarde toutes les villes, tu vois, on a été, tu l'as dit, à Paris, à Lyon, à Lille. Alors, on n'est pas assez dans le sud. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus à Nice. Mais par exemple, tu vois, des villes comme Marseille, pas évident, parce que faut connaître, sinon tu te fais avoir. On est Il à y avait un Nancy. projet à Nice qui devait sortir et qui n'est pas sorti, je crois, non? Ouais, il y avait un projet à Nice qui est toujours dans les cartons. On voulait faire enfin, on a toujours une discussion avec Casino pour proposer un casino à Nice. Après, tu as suivi l'actualité de Casino, donc c'était pas hyper opportun à ce moment-là. Nice, après, aujourd'hui, on a plutôt de la location de courte durée avec, tu en parlais, des appartements qui ont une commercialité, une destination commerciale. Donc ça nous intéresse pas mal aussi. On est assez opportuniste là-dessus pour trouver les villes où on peut acheter un appartement qui a une destination commerciale et dont on pense qu'en fait, ça va s'apprécier parce que les réglementations vont se durcir pour les particuliers. Donc voilà. Non, c'est grande ville. Et puis, comme je t'ai dit, ces critères de rendement et du locataire. C'est surtout ça. Ok, bon, c'est ce qu'en général est fait, en effet, quand on achète, c'est le meilleur moyen. Comment on l'explique que c'est vrai que les derniers projets en tout cas, ont des rendements justement plus importants, on a l'impression. Enfin, moi, ils me plaisent plus, en tout cas. C'est que mon avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement de marché? Est-ce que vous avez des contacts différents? Parce que vous avez pris une autre mesure aussi, peut-être? Enfin, comment toi, tu l'expliques ça? Je l'explique par trois choses. Le marché. Aujourd'hui, on arrive à avoir des taux de rendement plus intéressants. Avoir auparavant du 7% à Lyon, c'était pas possible, tu vois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand on avait proposé Bayonne à 5,20, je me rappelle, on était hyper contents. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment de marché qui est hyper propice aux acheteurs. Donc, on arrive à avoir du 7. Je pense que ça ne tiendra pas. Je pense que dans quelques mois, enfin, pire que, je pense à l'échelle d'un an ou deux, on va retomber sur des taux d'intérêt, des taux de cap plus bas. Aussi parce que finalement, les taux baissent. Donc, un investisseur, dans quelques années, il sera content à nouveau d'avoir du 5. Parce que finalement, les taux des livrets réglementés seront tombés à 1,5, tu vois. Donc, le spread va pas rester aussi élevé aussi longtemps. Donc, on est sur un bon moment de marché. Deuxième chose, je pense qu'on achète des actifs plus gros aussi. Donc, on se retrouve moins en compétition peut-être avec d'autres petites foncières, tu vois, voire même des particuliers fortunés. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir plus de pouvoir de négo. Troisième point, c'est qu'effectivement, en grandissant, on a de plus en plus de dossiers qui nous arrivent. Alors, on en avait déjà pas mal au démarrage, tu vois, mais on a plus de dossiers, on est plus dur dans les négos, peut-être aussi. Et on a plus les moyens d'attendre, entre guillemets, tu vois. Le bien de Bordeaux, pour te donner un exemple sur celui qui sort la semaine prochaine, ça fait depuis fin septembre, tu vois, qu'on discute. Et donc, on n'était pas pressé parce qu'on en avait d'autres. Et quand tu n'es pas pressé, évidemment, c'est tout à fait différent. Tu peux aller chercher un peu plus de rendement. C'est sûr. Ça, encore une fois, c'est un peu le jeu de la chat de la souris. Et puis finalement, il a envie de vendre, il a besoin de vendre. Finalement, si tu es aussi le seul acheteur, en tout cas potentiel acheteur, c'est beaucoup plus facile en tout cas de négocier tes conditions. Donc voilà, et puis je termine juste peut-être un quatrième point. Tu vois, je reprends l'exemple de Bordeaux. Bordeaux, en fait, c'est un actif qui est composé à la fois de murs de commerce. Donc, c'est un restaurant qui s'appelle La Tupinia à Bordeaux. Et en face, il y a un immeuble avec 6 lots qui sont loués en Airbnb. Il y a peu d'acheteurs en fait aujourd'hui qui achètent à la fois des murs d'un commerce et un immeuble. Donc tu vois, on est parmi les seuls. Finalement, les SCPI ne vont pas forcément là-dessus. Une foncière aura plutôt une thèse d'investissement que sur les murs de commerce ou que sur de la para-hôtellerie. Mais une capacité d'acheter les deux, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui le fait. Ok, très clair. Donc tu m'as expliqué que vous avez grossi et autres, mais
Je le disais en introduction, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont soit disparu, soit switché de modèle. On en parlait avec notamment Brix. Mais comment tu expliques que vous avez réussi à tenir pendant, ça fait 2 ans et demi, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. 2 ans et demi. Donc, qu'est-ce qui fait votre succès, du coup, pendant ces 2 ans et demi? Et je vous souhaite encore de longues, longues années. Et bah écoute, je pense que le premier point est lié quand même au fait qu'on, bon voilà, nous on avait des jobs l'un et l'autre qui étaient assez bons, et quand on s'est lancé, en fait, on s'est dit on le fait à condition d'avoir des gens qui nous accompagnent autour de nous, qui sont un peu costauds. Et donc on a constitué tout de suite un board assez solide, tu vois, pour pas faire trop de bêtises en tant qu'entrepreneur. La deuxième chose, c'est que on avait de l'argent. Alors, on a levé de l'argent. On a levé 1 million d'euros, tu vois, pour se lancer. Auprès de fonds, de business angels, etc. Et donc, si tu n'as pas un minimum de carburant pour payer la plateforme technologique qui coûte cher, pour payer des avocats, pour payer un peu de publicité, tu ne tiens pas. Donc, je pense qu'il y a quand même un élément quand même de base qui est est-ce que tu as les moyens de tenir une boîte dans la durée, et il faut un peu d'argent au démarrage. Parce Le qu'aujourd'hui, troisième... vous êtes que 2, c'est ça? Non, aujourd'hui, on est 6. Ah, ok. Mais donc, voilà, il faut quand même recruter, payer des salaires, il faut quand même que tu sois en capacité de le faire. Donc, voilà, il y avait ce premier point qui était quand même voilà, le nerf de la guerre, qui est l'argent. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas été trop vite. Tu vois, on a quand même lancé des biens. On nous disait souvent, ah les gars, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un toutes les 6 semaines. En fait, on ne s'est pas précipité, et ce qu'on voulait, c'était vraiment s'assurer que un actif qu'on achetait, on reversait les loyers automatiquement, voire même, en fait, on augmentait les loyers plus vite que ce qu'on avait annoncé. Et Oui, ça arrivait plusieurs fois, en effet. ça arrivait plusieurs fois, tu vois, et on s'est dit, on vend un produit financier, alors, dont le sous-jacent est de l'immobilier, mais on vend un produit financier, et la base d'un produit financier, c'est la confiance. Donc, à un moment, si les gens n'ont pas confiance en nous, ça ne marchera pas. Et après, il y a eu du bouche à oreille, et voilà, et donc la communauté a commencé à se développer. Aujourd'hui, on est 3500 investisseurs réguliers sur Tantième. Et moi, le chiffre qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a 70% des investisseurs qui réinvestissent sur les projets suivants. Tu vois, si je fais une photo à l'instant T, j'ai 70% des gens qui ont au moins 2 projets dans leur portefeuille Tantième. Et ça, pour moi, c'est un signe que ce qu'on a fait n'était pas trop mauvais. Tu vois, c'est vraiment la confiance, je pense, qu'on a réussi à créer. Et j'espère qu'on la maintiendra, parce que c'est la clé. Je veux dire, si la confiance est rompue, voilà, la plateforme, elle disparaît demain. On est d'accord, hein. Enfin, c'est beaucoup basé sur la confiance. Donc, ça, c'est malheureusement, encore une fois, on va pas reprendre l'exemple de l'autre société, mais voilà, enfin, une Non, fois mais que la voilà, confiance est rompue, c'est très compliqué à récupérer. Et et dans l'investissement, surtout sur du particulier, parce que ouais. c'est quand même votre cœur de cible, c'est quand même beaucoup basé sur la confiance. Et justement, confiance va aussi un peu avec sécurité. Et donc, je voulais parler du coup de les garanties qu'il y a derrière chaque projet. Mhm. Donc, peux-tu nous parler de ça? Et alors, je crois que c'est une hypothèque de premier denier. Non, c'est ça? Ouais, une hypothèque légale de prêteur de deniers, enfin, c'est une Voilà, hypothèque exactement. inhérente, ouais. Bah, Voilà. c'est un peu technique. Alors, tu vas me parler de la fiducie, j'imagine. Voilà. Comment dire? Alors, nous, effectivement, quand on achète un bien, donc les gens, alors je le refais peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Tantième, mais on achète des obligations. Et avec ces obligations, on touche une partie des loyers, donc au prorata. Ces obligations, elles sont nominatives. Donc, si toi, tu en achètes, si moi, j'en achète, on inscrit chez le notaire, lors de l'acquisition, la liste des obligataires avec la part qu'ils détiennent chacun. Et donc, quand le bien sera revendu, cette obligation, donc notariée, assure de flécher le fruit de la revente de l'actif vers les obligataires. Concrètement, moi, je ne peux pas utiliser l'argent de la revente d'un bien pour moi, évidemment. Je ne peux pas l'utiliser pour financer un autre actif, ce qui serait un Ponzi, et je ne peux pas l'utiliser pour financer les dettes de Tantième s'il y en avait. C'est vraiment important, c'est-à-dire que quand les gens investissent, ils n'investissent pas dans Tantième, ils investissent dans ce bien-là, et chacun des actifs est indépendant. Et donc, on a pas mal réfléchi à la manière donc, de sécuriser les investisseurs. Et donc, effectivement, il y a 2 manières de faire. Soit tu le fais avec une hypothèque légale des prêteurs de deniers, ce qu'on a fait, soit tu le fais avec une fiducie. Alors, une fiducie, c'est une mécanique un peu plus complexe. En gros,
mais qui est plutôt adapté à des fonds qui vont avoir plusieurs actifs en même temps. C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir une sécurité plus forte, mais quand on a des produits qui sont complexes, sur lesquels il y a une véritable complexité. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, nous, avoir un seul actif, l'hypothèque légale est largement suffisante et c'est moins coûteux, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir des frais de gestion, de création de société qui sont derrière quand même assez lourds et qui vont prendre du temps et prendre de l'argent et donc avoir un impact sur la rentabilité. Aujourd'hui, la garantie qu'on a, nous, sur l'hypothèque, elle est largement suffisante pour sécuriser les investisseurs sur le fait que, à la revente, l'argent n'ira pas ailleurs que chez eux. Ok. Et du coup, tu nous parlais de la revente, c'est une bonne Ouais. transition. Je crois que tous les projets aujourd'hui, on est sur en tout cas une durée cible de 8 ans à peu près. Ouais, c'est ça. 7-8 ans. Ouais. Ouais. Pourquoi cette durée? Pourquoi pas? Est-ce que vous ne interdisez pas, par exemple, avec une très belle offre de revente plus tôt, ou est-ce que vraiment c'est contractuel, c'est 8 ans et pas autrement? Alors, quand tu émets des obligations, tu sais, tu fournis à l'autorité des marchés financiers un document qui s'appelle un document d'information synthétique. Donc, tu dis, voilà, je vais émettre des obligations pour un montant de X euros. Tu es obligé d'indiquer une date de maturité. Tu es obligé de dire c'est à 5 ans, 10 ans. Nous, en fait, dans les calculs qu'on a fait, si tu souhaites amortir l'ensemble des frais liés à l'acquisition, que ce soit les frais de tantième ou les frais notariés, tu dois au moins conserver le bien pendant 5 ans. Si tu vois, en règle générale, dans l'immobilier, tu fais rarement une plus-value avant 5 ans. Donc, on a mis une durée de 8 ans, de manière arbitraire. Ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 9. On a considéré que 8 ans, c'était un équilibre qui était assez bon. Et donc, donc pour répondre à ta question, si demain, on a une super offre sur un actif parce que ça s'est apprécié la zone ou parce qu'on a vraiment acheté pas cher ou quoi que ce soit, et je vais te dire, en fait, on sait déjà qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des touches. Si on a une super offre, à ce moment-là, on interroge les investisseurs. Et à la majorité, si on se dit que l'offre est convenable et que c'est intéressant de vendre, on vend. Donc, on n'a pas cette obligation. En revanche, ce qui est important, c'est que moi, j'ai une obligation au bout de 8 ans de pouvoir te rembourser ton capital investi. Donc, deux solutions, en fait. Soit, au bout de 8 ans, on est dans un moment de marché qui est vraiment pas bon et qu'on se dit catastrophe en ce moment, il ne faut pas vendre. À nouveau, on interroge les investisseurs. Et si, à la majorité, on se dit que c'est vraiment pas opportun de revendre, on conserve le bien. A contrario, si le moment si on a un produit, et moi, c'est ce que je pense, qui va servir à un rendement de plus en plus élevé parce que les loyers, tu sais, sont indexés sur l'inflation, peut-être que dans 8 ans, on aura des produits qui servent du 8-9% par an sans rien faire. Et peut-être qu'on se dira, on est bien bête de le vendre à ce moment-là. Alors que finalement, voilà. Donc, idem à la majorité. Ceux qui souhaitent sortir, sortiront et on rachètera les parts des investisseurs qui souhaitent sortir. Oui, ce qu'on n'a pas dit dans les avantages aussi du commercial, c'est que c'est indexé vraiment sur l'inflation et ça se fait automatiquement. Alors oui, le résidentiel, on peut aussi augmenter les loyers, mais bon, c'est pas automatique et puis c'est pas aussi simple, aussi simple que sur le commercial, quoi. Et puis on l'a dit tout à l'heure, tu vois, quasiment tous les biens, d'ailleurs sauf celui qui est en résidentiel, tu vois, tous les biens ont vu leur loyer réindexé. Et parfois de manière assez forte, parce qu'il y avait des retards d'indexation qu'il y avait lorsqu'on avait acheté. Tu prends l'exemple de Bayonne, qui était le tout premier qu'on avait fait il y a 2 ans. On l'avait acheté à 5,2. Alors, tu vas me dire aujourd'hui 5,2, c'est pas génial, mais bon, il y a 2 ans, c'était des rendements qui étaient très corrects. Et aujourd'hui, le rendement de Bayonne, il est de 5,9. Donc, tu vois, et tous, en fait, ont pris au moins 0,2, 0,3% sur une année. Oui, bon, moi je suis content, hein. Je suis investisseur sur Bayonne. Moi, ça progresse, donc je suis ravi. Ouais. Est-ce que, alors, je sais que c'est compliqué là-dessus en France, est-ce que un marché secondaire serait une possibilité à l'avenir? Est-ce que vous y pensez ou vraiment c'est de l'obligataire et vous achetez de l'IMO, donc vous allez jusqu'à la fin du projet, c'est comme ça? Tu l'as dit, c'est compliqué. En fait, il y a vraiment 2 sociétés aujourd'hui qui ont fait du marché secondaire. Il y a Realty et Brix, finalement, a fait un peu de marché secondaire au début. Le problème, c'est que le marché secondaire, alors, moi, la première réflexion que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, c'était avant de créer un marché secondaire, il fallait déjà que je crée le marché primaire. Tu vois, c'est-à-dire que si je commençais à mettre en place un système
d'achat et de revente de parts, alors qu'il n'y avait pas assez de potentiels acheteurs, en fait, tu crées de la déception. C'est-à-dire que tu dis aux gens qu'ils vont pouvoir revendre leurs parts et en fait, finalement, ils n'y arrivent pas, ou alors ils y arrivent avec des prix fortement décotés. Et ça, moi, je l'ai vu notamment dans les plateformes dont on parlait, où en fait, tu n'arrives pas à vendre tes parts. Et ça, je trouve que c'est encore plus décevant qu'autre chose. Donc, Sur Brix, vous n'arrivez pas à revendre vos parts, ça c'est sûr. En fait, il y a une promesse marketing qui n'est pas tenue, et c'est du marketing finalement. Et moi, voilà, c'est pas ce qu'on voulait faire. Deuxième chose, fondamentalement, on a toujours été contre l'approche spéculative. Ça, c'est notre philosophie avec Eric depuis le premier jour. Et je l'ai toujours dit aux gens, et notamment aux plus jeunes investisseurs, de l'immobilier, c'est du temps long, ou du temps moyennement long, on va dire 8 ans. Alors, ça peut faire peur, mais à ce moment-là, je veux dire, il ne faut pas investir dans l'immobilier si on pense pouvoir faire une plus-value rapide, sauf à faire des opérations de marchand de biens, ce qui est un autre métier. Mais nous, on a toujours dit, voilà, c'est du temps, c'est de l'épargne dont vous n'avez pas besoin, vous diversifiez vos placements, vous n'avez rien à gérer, ça vous sort 6, 7, 8% par an, et voilà, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Après, donc, ce qu'on sait et ce qu'on voit, et on en est les premiers concernés, c'est que tu peux avoir besoin de récupérer tes sous, parce que tu as des projets familiaux, parce que tu as investi, et puis tu as besoin de ton argent, parce que tu as un pépin perso. Enfin, il y a 1000 raisons qui font que tu peux avoir besoin de récupérer ton argent. Ce qu'on a mis en place, c'est un système au bout de 2 ans de détention. Tu peux récupérer ton capital investi. On applique une décote de 5%. Alors, cette décote, c'est un standard de marché. Quand on investit dans les startups ou d'autres placements, c'est toujours à peu près 5% l'application de la décote. Ce qui veut dire en gros que si tu as touché pendant 2 ans du 7%, donc tu as touché 14%, on te prend 5% sur les 14%. Voilà. Donc c'est la mécanique qu'on a trouvée. Nous, on fera nos meilleurs efforts pour proposer les parts à des investisseurs. Mais comme je le disais, en fait, je ne peux pas m'engager, moi, à ce qu'il y ait automatiquement des investisseurs qui rachètent. Je pense que oui, on en trouvera parce que les produits, j'espère, sont bons. Mais il n'y aura pas de place de marché à proprement parler comme on a pu le voir ailleurs, parce qu'à nouveau, je pense qu'on n'est pas prêt encore pour le faire. Ce que je comprends, c'est que c'est vous qui rachetez en fait les parts. C'est ça ? Nous, soit on rachète les parts, soit aujourd'hui, moi j'ai pas mal d'investisseurs qui me disent le projet de Montpellier, il est super, il s'est vendu il y a 1 an, pour l'instant, j'ai pas de part. Tu vois. Donc en fait, on constitue progressivement un petit bassin d'investisseurs qui sont intéressés par les anciens projets. Et puis si demain j'ai des parts qui se libèrent, on leur proposera. Mais pour en avoir parlé avec des CPI notamment, qui proposent finalement des systèmes un peu similaires, il y a peu de gens, tu vois, qui cherchent à revendre leur part, fondamentalement. C'est-à-dire que ça peut être une crainte à l'acquisition de te dire, enfin à l'achat, de te dire je suis bloqué. En réalité, il y a peu de gens qui essaient de sortir, enfin qui souhaitent sortir. Après, alors, juste comme ça, c'est une impression, mais SCPI, j'imagine plus, même si je suis investisseur en SCPI et que je suis plus si jeune que ça, mais je vois plus 50, 60 ans. Et sur de l'immobilier fractionné, je trouve ça souvent plus jeune, je me dis 30, 40 ans. Ouais. C'est ça à peu près les métriques de vos investisseurs ? La métrique aujourd'hui, c'est 70% des hommes, enfin 70% des investisseurs sont des hommes. Ça, je pense que quel que soit le type de placement, c'est très masculin. Nous, on est sur une moyenne d'âge à 42 ans, plus âgé que ce qu'on avait imaginé initialement. Alors, c'est peut-être aussi parce que notre plateforme n'a pas cherché forcément à aller chercher des investisseurs plus jeunes. Et on est sur un ticket de moyen qui est plus élevé que ce qu'on avait imaginé initialement. Tu vois, au début, moi, je pensais que le ticket serait plutôt aux alentours de 300 à 400 euros. Là, si tu fais les divisions entre les projets et le nombre d'investisseurs, tu verras que le ticket, il est plutôt à 1200, 1300 euros en moyenne. Donc, on est un petit peu plus âgé. On a moins d'investisseurs de 20-25 ans, ce qui, en soi, je le dis, je ne vais pas forcément chercher à aller chercher des très jeunes investisseurs parce que je pense que malheureusement, parfois, il y a un manque de culture financière et je n'ai pas envie que les gens ne comprennent pas dans quoi ils investissent. Donc, je préfère avoir des gens d'une trentaine d'années, voire plus, qui comprennent véritablement les enjeux de l'immobilier et qui lisent des dossiers. Voilà, mais malgré tout, plus on commence jeune, plus on apprend et plus on évolue. Et puis, vous dirigez aussi de votre liberté en fonction aussi de vos objectifs de chacun. Et c'est en testant qu'on apprend. Donc, voilà. Je préfère voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir à expliquer aux gens ce que c'est, tu vois, même des très jeunes investisseurs.
mais on s'assure que les gens aient compris dans quoi ils mettaient de l'argent. C'est vraiment important pour nous. Ouais, non, c'est primordial, encore une fois, hein. Je le dis à chaque fois, hein, faites vos propres recherches et comprenez dans quoi vous mettez votre argent parce que voilà, enfin, encore une fois, c'est votre argent, vous l'avez gagné durement et le but, encore une fois, c'est vous pouvez le mettre soit dans des shitcoins, du PP, je sais pas quoi, ou vous pouvez Ouais, les mettre sur des choses un peu plus sérieux avec quelque chose de exactement. tangible derrière. Enfin, voilà. Et Après, c'est à vous de voir. Ok, et c'est quoi vos objectifs du coup? Est-ce pour votre roadmap un peu 2025-26? Voilà, quel est le projet pour Écoute, là, on a fait un petit peu moins de 10 millions de collectes l'an dernier sur une quinzaine de projets. On va, je pense, doubler cette activité sur 2025. On va le doubler en faisant un peu plus de projets et en faisant des projets un peu plus gros. Donc, en gros, l'objectif, c'est, bon, pour faire simple, je pense qu'on a, je dis 3500 investisseurs. Si on pouvait en avoir 7000, ce serait merveilleux. Peut-être un peu plus par la suite, mais on se fixe ce premier objectif sur 2025. À nouveau, on n'est pas pressé d'aller très vite parce qu'on veut consolider, on considère qu'on est encore sur une phase d'apprentissage. On aimerait bien aller en Europe. Ça, c'est un vrai sujet chez nous. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, on discutait avec des personnes qui pourraient nous introduire sur des marchés comme l'Espagne. Donc, on regarde ces sujets-là. Après, l'Espagne, voilà, ça fait longtemps que les Français investissent là-bas. C'est devenu très cher sur certaines villes. Donc voilà, il faut regarder précisément ce qu'on peut faire et surtout s'assurer qu'en termes de gestion, ça soit nickel avec quelqu'un qui soit sur place. Donc voilà, il y a l'ouverture à l'Europe. Il y a une app qui va arriver dans moins d'un mois. L'app, elle est destinée avant tout aux investisseurs existants parce qu'on voit que tu vois, il faut pour se reconnecter sur le site. C'est des petits trucs qui sont des irritants, tu vois. Et on a envie d'améliorer ça. On a envie que ce soit fluide, de voir son portefeuille, voir sa performance. Tu vois, moi, c'est un truc, je suis client de plein de produits financiers et je trouve souvent que en fait, pour comprendre vraiment ta performance, il faut s'y prendre à deux fois. Tu vois, à part Finery qui fait super bien le boulot et qui te présente les choses, sinon c'est compliqué de comprendre sa performance. Et là, en fait, l'app, c'est un sujet pour nous de revoir aussi les affichages des performances sur mobile et donc d'avoir un truc qui soit mieux fichu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet non, d'ouvrir de nouvelles villes, continuer à grandir. Enfin, on est comme toutes les entreprises, on a envie de faire connaître les modèles. On a envie de continuer surtout à ne pas avoir de problème de gestion. Jusqu'à présent, tu vois, on a versé 100% des loyers et je touche du bois pour que ça dure, quoi. Voilà, on l'espère, hein. En tout cas, tant qu'investisseur, on l'espère. Et puis, Voilà, c'est une priorité, quoi. Faut consolider les acquis. ok, très clair. Et juste, j'avais une question. Vous avez des investisseurs étrangers ou pas? Ouais, écoute, on a tous les pays européens qui sont représentés, c'est un peu fou. Alors, parfois, il n'y en a que deux, hein, tu vois, dans le pays, mais on a tous les pays européens, enfin les 27. On a quelques investisseurs canadiens, américains, un peu d'Afrique francophone. Bon, on n'a pas fait beaucoup de communication. Pas mal de personnes en Asie, tu vois, je pense qu'il y a aussi des Français expatriés en Thaïlande qui investissent. Je crois, écoute, sur les investisseurs étrangers, on doit avoir 120 personnes en dehors de l'Europe. Et les chiffres européens, je ne saurais plus dire. Ok, très clair. Et du coup, vous ne prenez pas la flat tax pour ces personnes-là. On est Et ben non, il d'accord? n'y a pas de taxe. Alors, les investisseurs étrangers, effectivement, ils ont à eux de déclarer aux impôts. Mais, bon, Euh, je parle pour mon cas. Bientôt, je ferai partie de ces gens non, qui. tu pars où? Je le dis pas encore sur ma chaîne. C'est pas, je te le dirai en off après. Ah, ok. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, je ferai partie de ces gens étrangers. Ok, eh ben, écoute, tu auras les joies d'avoir une fiscalité un peu moins douloureuse. Voilà, sans doute. Ok, très clair. Bon, bah, parfait. En tout cas, que des beaux projets pour Tantième. Et bah, du coup, je voudrais qu'on parle du futur projet du coup de la semaine prochaine à Bordeaux. Ouais. Si ça ne te dérange pas de nous le présenter. Je Et partage du coup, ton écran. Vas-y. Super. Donc, c'est comme je te le disais, donc c'est à Bordeaux. J'ouvre la page. Donc, le projet s'appelle Porte de la Monnaie parce qu'il est situé justement dans cette rue de la Porte de la Monnaie. Alors, je ne sais pas si tu connais Bordeaux. On va peut-être juste regarder la localisation. J'en parlais.
Tu vois la localisation. Ouais, je connais un peu. De Alors, temps en temps, j'ai des amis qui habitent là-bas. Ouais, c'est plutôt bien situé. On va pas se. voilà, donc on est là, tu vois, sur ce petit point rouge. Ici, tu vois le pont de Pierre, il est à 350 mètres. Donc on est sur les quais, hein, on a le tram qui t'amène immédiatement au Quinconce, au Miroir d'eau. Enfin, on est à une quinzaine de minutes de tous les points d'intérêt de la ville. On n'est pas très loin de la gare aussi. Et en fait, ce qui nous intéresse dans cette localisation, c'est que c'est donc ultra touristique et c'est optimal en fait pour le produit qu'on va chercher à vendre. Donc le produit concrètement, c'est deux choses. Tu vois, tu as à la fois un restaurant, donc les murs de commerce, les murs de ce restaurant, donc, qui s'appelle la Tupina, et en face, tu as un immeuble qu'on voit ici. C'est un immeuble du 18e, assez typique de l'architecture bordelaise, et dans lequel tu as 6 appartements. Et ces 6 appartes, aujourd'hui, ont cette destination commerciale et donc sont loués à l'année en résidence hôtelière. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Ouais. C'est tout l'immeuble. Enfin, c'est tout. Okay. Ouais, c'est tout l'immeuble en pleine pro. Donc là, tu retrouves le restaurant, tu vois. Et puis, attends, est-ce que j'ai des images de l'immeuble? Ouais, bon, on va retourner sur celle-ci, voilà. Là, tu vois l'angle, on voit à gauche le restaurant et puis cet immeuble, donc il fait l'angle. Et donc, toutes les fenêtres que tu vois là, ici, sont les fenêtres des appartements. Ok. Donc l'emplacement, donc les murs, je te le disais, ça fait à peu près un peu moins de 200 mètres carrés, le restaurant. Ce qui est intéressant, c'est ce droit de terrasse. Donc, on a 20 mètres dans la rue sur le resto. Et le point qui nous a fait craquer, c'est que quand tu regardes en fait le prix d'acquisition au global, donc en bloc, avec le restaurant, enfin les murs et l'immeuble, tu es à un peu moins de 4002 du mètre, soit environ 20% en dessous du marché. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi de ce projet. Alors, même si d'habitude, on ne compare pas le prix d'acquisition, prix au mètre carré sur du commercial avec du résidentiel, normalement, ça vaut même plus cher, en fait, finalement, commercial. Tu vois, parce que justement, tu as cette commercialité. Donc là, si on avait regardé, et c'est difficile à trouver parce qu'il y a peu de biens comme ça, en réalité, on a un prix d'acquisition qui est bien inférieur à ces 20% qu'on a là. Oui, j'ai fait mes recherches quand même, comme à chaque fois. Et en résidentiel, ouais, c'est toujours du résidentiel via Meilleur Agent, voilà. Et j'ai trouvé du 5231 € mètre carré. Alors, donc, écoute, tu tournes le temps mieux là. Donc récemment, donc beaucoup plus. Alors après, moi aussi, je prends les prix aussi, tout frais confondus, donc on est un peu plus que 4170, mais on est quand même toujours largement en dessous de ces 5230. Donc, et encore une fois, c'est du résidentiel et pas du commercial. Et du commercial, on vend un rendement et tout ça, donc c'est bien plus important. Donc, clairement, je crois que c'est très très bien acheté. Donc bravo. Non, mais on est toujours hyper conservateur dans les hypothèses. Tu vois, le rendement en fait qu'on a aujourd'hui, le 7,2, donc il est basé sur deux choses. Il est basé sur donc les loyers qui sont payés par le restaurant. Donc ça, bon, ça fait depuis les années 70 qu'il est installé. Et bilan positif, taux d'effort très faible. Donc c'est le rapport entre le loyer qu'il paye par rapport à son chiffre d'affaires. On a un taux d'effort de à peu près 2%, tu vois, ce qui est vraiment pas énorme. Et donc les chambres qui sont déjà louées donc nous servent finalement un rendement de 7,2. Et en fait, on a indiqué que le potentiel d'exploitation était plus élevé parce que on a évidemment interrogé d'autres conciergeries. Il faut savoir que les chambres aujourd'hui ne sont même pas sur Airbnb. Donc il n'y a pas de tarification dynamique. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui peuvent être optimisées. Et donc, on a pris l'hypothèse la plus pessimiste d'une des conciergeries, enfin des conciergeries. Et donc, si on fait bien notre boulot et qu'on travaille avec une conciergerie efficace, en fait, on arrivera à servir bien plus que 7,2. Tu vois, on pense aujourd'hui qu'on peut remonter quasiment jusqu'à 8,7 le rendement qui sera reversé. Donc, on ne s'engage pas, nous. Enfin, contrairement à d'autres, voilà, on présente toujours le rendement le plus pessimiste, donc le 7,2, celui qu'on est capable de servir. Et puis après, si on peut avoir des bonnes surprises, on aura des bonnes surprises. Donc, du coup, alors, vous avez déjà eu des expériences avec des locations courte durée, mais je t'avoue que je n'ai pas forcément regardé le détail. Je crois que d'ailleurs, dans les autres, notamment Lille, c'était du coup un rendement négocié avec la conciergerie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais là, ce n'est pas le cas.
Non, alors ouais, effectivement. Alors sur les deux principaux, enfin sur les trois derniers projets qu'on Oui, il y avait a fait, Lyon aussi, ouais. il y avait Lyon. Lyon, on avait fait 2 appartements place Bellecour, et puis on en a fait un, comme tu dis, à Lille. On avait une conciergerie, on avait signé un bail ferme avec cette conciergerie. Donc elle s'engageait à nous reverser whatever du 6%, 7%. Du coup, il y avait un rendement fixe, en effet. Un rendement fixe. Et du coup, ma question là, c'était plutôt là, il n'y a pas ça. Du coup, est-ce Ouais. que le rendement va fluctuer aussi en fonction de la saisonnalité ou Oui, pas? le rendement peut fluctuer alors, en fonction de alors, on essaiera de lisser les écarts sur le rendement, mais en effet, on a voulu déplafonner et ne pas mettre en place un bail ferme avec eux pour justement capter la plus-value. Parce qu'on se rend compte que sur Lyon, notamment, je ne connais pas tous les chiffres, tu vois, mais j'imagine que la conciergerie tourne très bien. Peut-être qu'on renégociera le contrat avec eux, tu vois, pour aller chercher un peu plus, mais là, on va être en capacité d'aller chercher dans ce rendement supplémentaire parce qu'on est convaincu qu'il y a de la marge. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu signer le bail ferme. A contrario, s'il y a un pépin et qu'on n'arrive pas à louer, on ne pourra pas servir le rendement qu'on a annoncé. Ça, c'est toujours le cas. Donc, on n'aura que le rendement lié au restaurant et on Qui est combien aurait aujourd'hui? Qui est à peu près combien? à peu près un tiers. En fait, un tiers du rendement, comment dire, Restaurant. c'est le restaurant. Ouais. Ok. Après, bon, c'est une hypothèse qui existe, hein, bien sûr, mais je te dis aujourd'hui, pour te donner les- le dessous de l'histoire, les appartements, ils étaient gérés par le fils de la propriétaire. Bon, voilà, c'était pas une exploitation professionnelle. Ok, très clair. Et alors, bon, il y a une destination commerciale, mais bon, peut-être Ouais. pour les gens qui ne sachent pas, je crois que la mairie de Bordeaux, je ne suis pas expert là-dessus, mais est passée écolo. Et je sais qu'ils sont un peu compliqués avec les logements Airbnb. Est-ce qu'il Ouais. y a un risque par rapport à ça ou pas? Bah non, justement, c'est le contraire. En fait, c'est que toutes les mairies, globalement, que ce soit enfin Paris et puis toutes les villes de l'Ouest, toutes les villes touristiques, aujourd'hui font la chasse au Airbnb. Mais ce qui, je vais te dire en soi, je pense, est plutôt une bonne chose. Moi qui vois notamment dans Paris ce qui se passe dans certains quartiers, on a un immense déficit de logements et puis des appartements qui sont exclusivement loués à des touristes. Donc on se retrouve en fait avec cette activité qui est faite de manière un peu sauvage. Et donc, le fait d'avoir un appartement qui a une destination hôtelière professionnelle, en fait, demain, ça va se valoriser. C'est-à-dire que tu vas avoir de plus en plus de moins en moins de Airbnb gérés par des particuliers parce que limitation du nombre de nuitées, parce qu'il va falloir se déclarer, etc. Et donc, quand tu auras cette destination commerciale comme on l'a, la mairie ne peut pas revenir dessus. Une fois que tu l'as, ils ne vont pas te dire bah non, désolé, mais on vous la retire. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on voit d'ailleurs, hein, il y a de plus en plus de club deals, tu vois, qui se créent justement sur ces destinations professionnelles, hôtelières, parce que c'est quelque chose qui, dans le temps, va nécessairement s'apprécier. Ok. Bon, du coup, non, enfin, en tout cas, très peu de risques par rapport à ça. En tout cas, on le voit au contraire comme une opportunité. On le voit Ok. vraiment comme une opportunité. Et au contraire, en effet, s'il y a moins d'Airbnb, moins de concurrence, et forcément, il y aura toujours une demande touristique, en tout cas à Bordeaux, donc on peut augmenter les prix. Et voilà. Exactement, il y aura toujours cette demande et c'est ça là, l'immense intérêt, je pense, de la destination commerciale aujourd'hui. Tu vois. Donc là, tu retrouves les quelques chiffres que je te disais. Hein, donc sur la Tupina, je ne vais pas en reparler, mais c'est hyper présent, c'est très connu. N'importe quel Bordelais aujourd'hui connaît ce restaurant. Ils ont changé de chef, donc le chef historique est parti il y a quelques années. Ça a été remplacé par quelqu'un de plus jeune qui tourne bien. On a récupéré tous les bilans de ce resto. Ils sont revenus à leur chiffre d'affaires. Enfin, ils l'ont même augmenté d'ailleurs, le chiffre d'affaires pré-Covid. Oui. C'est que toute la restauration a vraiment souffert au moment du Covid et puis les années suivantes. Et donc le taux d'effort qui est faible et qu'on n'augmentera pas. Je veux dire, on n'est pas là pour augmenter les loyers du resto et de toute façon on ne pourrait pas le faire, quand bien même on voudrait. Mais c'est pour nous une garantie sur le paiement des loyers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et sur l'immeuble, ben voilà, tu vois, je te disais, cette destination, cette exploitation donc, qui sera déplafonnée, et puis des appartements qui sont
qui sont des beaux apparts, tu vois. C'est-à-dire que je vais essayer de te montrer peut-être la plaquette, ce sera plus simple. C'est une chambre, des appartements? Ouais, aujourd'hui, c'est une chambre et une salle de bain. Et puis, donc, tu vois, les chambres, on va les voir ici. On est sur des biens, en fait, enfin, des chambres qui ont été intégralement rénovées récemment, notamment les salles de bain. Et donc, sur le plan type d'un étage, comme tu peux voir, alors, on ne voit pas très bien ici. En fait, on a quand même des grands appartements. Tu vois, on a un appartement de 30 mètres, un appartement de 45 mètres carrés. Ils sont tous en DPEC. Et donc, ça veut dire que si demain, on souhaitait les revendre à la découpe, on pourrait également dégager une rentabilité intéressante. C'est ça aussi qui n'est pas prévu, mais aujourd'hui, c'est dans le plan B. On peut les revendre à l'unité. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est en tout cas, ce qui me plaît, notamment le projet de Nancy juste avant, c'est que vous avez un plan A qui est limite souvent l'option la plus sécure, et vous avez un plan B, des plans C, des plans D. Enfin, et ça, honnêtement, c'est ce que moi j'apprécie en tout cas chez Tantième. Je trouve que c'est hyper sécurisant d'avoir plein de plans, surtout sur une durée aussi longue aussi, en 8 ans. C'est parce que on ne sait pas ce que la vie nous réserve, malheureusement, et l'immobilier change, hein, comme tout. Donc ça, c'est bien d'avoir des plans B, des plans C, et ça me plaît. Et ouais, nous aussi, ça nous plaît, je t'avoue. Ça nous plaît d'avoir des plans B. Donc là, voilà, tu vois, aujourd'hui, alors c'était géré par le fils, hein, mais c'était pas mal géré. Hein. Il avait un site internet, tu vois. Donc l'immeuble s'appelle Maison Fredon. Le taux d'occupation aujourd'hui, il était de combien à peu près? Le taux d'occupation aujourd'hui, il est de 58%, tu vois, avec un prix moyen par nuitée à 142 €. Et donc, comme je te disais, nous, on a récupéré dans cette historique d'activité, on a récupéré des données qui viennent d'un site qui s'appelle AirDNA, qui est assez connu pour la location d'Airbnb. Et puis, donc, on a interrogé trois conciergeries. Et donc, les revenus, tu vois, aujourd'hui qu'on a de 170 000 €, on a des conciergeries qui nous ont proposé jusqu'à 240 000. Alors après, il faut toujours se méfier entre ce qu'on te vend pour avoir le contrat et puis la réalité de ce qui sera fait. Nous, on a conservé des hypothèses de 178 000 €. Donc, c'est-à-dire juste 8 000 € de plus par an que ce qui est actuellement fait par le gestionnaire. Donc, on est très serein, tu vois, sur la capacité à délivrer le 7-2 et on a très envie d'aller chercher un peu plus. Oui, 58%, honnêtement, c'est pas énorme, quoi. Clairement, en se mettant sur Airbnb, bien géré par une conciergerie et autres, au Booking et Airbnb, je pense que largement, on peut faire beaucoup mieux sur une ville touristique comme Bordeaux. Donc, les perspectives d'amélioration sont assez importantes. OK. On le pense. Et juste, on a vu les photos et autres, donc c'est quand même plutôt très beau, hein, les rénovations récemment. Mais je crois qu'il y a quand même une enveloppe travaux 120 000 €, si je ne dis pas de bêtises. C'est une provision. En fait, c'est une provision parce que le sujet, quand on achète de l'immobilier résidentiel sur un immeuble en pleine pro, c'est souvent le sujet de la toiture. Et donc là, est-ce que j'ai des photos ici? Alors on les voit pas, on en voit un tout petit peu là des photos, tu vois ici là sur la vue. En fait, on a évidemment demandé aux vendeurs l'ensemble des documents sur la toiture. Donc il y a des entreprises qui passaient régulièrement pour l'entretenir. On sait qu'à un moment ou un autre, dans les 8 ans, on aura un sujet. Alors, je ne vais pas dire de refaire intégralement la toiture, mais on aura sûrement des frais liés à ce sujet-là. Et peut-être d'autres, tu vois, aujourd'hui. Donc, on a préféré provisionner 120 000 €. Ça va assez vite. Hein. Dès que tu refais des toitures, ça peut coûter un peu d'argent. Donc, on a préféré provisionner de l'argent. Si ces fonds ne sont pas dépensés, évidemment, on les redistribuera aux investisseurs. On a fait, tu verras peut-être dans le rapport de gestion, sur l'ensemble des actifs qu'on a achetés, on a indiqué le montant des provisions qu'on avait collectées à l'époque. Et est-ce qu'on les a dépensés ou pas dépensés? Il y a souvent, je trouve, un peu de flou, tu vois, sur ce sujet des provisions, notamment par les syndics. Et nous, on essaye d'être très clair très transparent sur l'utilisation des provisions et est-ce qu'elles ont été dépensées ou pas. Donc, moi, je préfère provisionner un petit peu plus, tu vois, 100 000 € bon, pour une toiture, en espérant ne pas avoir à les dépenser, mais au moins on a l'argent.
Oui, non, c'est sûr. Et du coup, alors ce qu'on voit quand même que la façade et tout est plutôt pas mal, et vu que c'est en Ouais. plein centre de Bordeaux, on est sur une zone protégée bâtiment de France ou pas? Pas du tout. Non, on n'est pas sur une zone protégée bâtiment de France, Ok. et on n'est pas non plus sur une zone. Alors, il y a la Garonne, hein, qui est quand même pas loin. Donc, quand on regarde aujourd'hui les cartes, tu vois, sur les inondations, on n'est pas dans la zone bleu foncé qui serait inondable. Il n'y a pas d'historique d'inondation sur. Alors, je ne sais plus à combien d'années on est remonté, mais j'ai pas d'historique d'inondation sur la rue. Donc, c'est pas non plus un sujet aujourd'hui qui est problématique. Ok, très clair. Ok. Voilà, donc tu vois les actifs. Alors, peut-être quelques chiffres si tu veux. Donc le On 7 aime de les chiffres. le 9. Là, tu retrouves les flux financiers. Le prix d'acquisition, donc on l'achète 1 827 000, cet actif. On a 120 000 euros de travaux. Frais de notaire, ça pique un peu, mais on a 130 000 euros de frais de notaire. On a cette hypothèque légale des prêteurs de deniers qui est un peu plus de 10 000 euros. On a des frais de distribution. Alors, c'est pas que pour Tantième, hein, et puis c'est du TTC. Mais on a des frais de distribution et qui vont servir également pour payer le site internet, les Monoway, etc. Donc, on a pas mal de frais liés à ça. Donc, on a pour 140 000 euros. Et donc, finalement, on a une collecte qui est de 2 200, enfin un petit peu moins de 2 230 000 euros. Je crois que vous êtes les seuls à noter frais de distribution. Je crois que je l'ai jamais vu sur une autre plateforme, où souvent c'est inclus dans les frais de plateforme ou autre, mais Ouais, bah sinon, nous, on est transparent là-dessus sur combien de frais en fait sont liés à l'acquisition d'un bien et puis à l'ensemble voilà, de l'exploitation digitale de tout ça. Tu vois, ça prend un peu d'argent, c'est sûr. Et là, et tu retrouves. Ouais. je sais plus combien vous preniez sur ce projet-là aussi. Je crois que c'était écrit quelque part, je l'ai vu, je crois. Ah, hors taxe, on va être à, une fois que tu as pris les frais, hors taxe, on va être à 5,5. Parce que c'est un peu moins que certains projets. Peut-être qu'après, le montant est plus Le montant est important. plus important, donc on réduit un petit peu nos fees en fait sur ce type de bien. Ok, très clair. Là, c'est Et c'est important vrai. sur les loyers pour comprendre vraiment. Tu vois, je te disais. Alors, je te dis une bêtise tout à l'heure parce que c'est pas le restaurant est un peu moins qu'un tiers en effet. C'est 46 000 euros le restaurant, donc c'est moins d'un tiers que ce que je te disais. Et donc les 130 000 euros sont liés à la location courte durée. Donc c'est des Et, flux. Ouais, ouais, ouais. et même 130 000, c'est pas énorme. Encore une fois, pour avoir fait mes exercices Ouais. avant l'interview, j'ai utilisé RDNA, bien sûr, et eux, ils me donnaient plus du 156 000 euros sur l'exploitation des 6 Ouais. biens. Donc, clairement, on peut faire bien mieux que Ouais, ça. et puis RDNA, tu vois, quand tu fais les hypothèses, en fait, ils prennent pas en compte la superficie de l'appartement. Mm. Donc, ils vont te dire, enfin, globalement, le Oui, tu prix fais de la nuit, une chambre, une salle de bain et c'est tout, quoi. voilà, Enfin, donc, que ça fasse 15 mètres carrés ou 45, en fait, c'est le même prix pour RDNA. mm. Moi, je pense que quand tu loues une chambre de 45 mètres carrés bien décorée, ça vaut un peu plus qu'un truc à 15 mètres carrés. Mais bon, tu vois, c'est la limite de RDNA. Et, Ouais, mais déjà, rien que ça, déjà, on est, ouais, bah, déjà, on avec ça, est, effectivement, on est au-dessus. Donc, on est au-dessus, ouais. Donc, tu vois, on a une rentable. En fait, nous, on achète enfin, là, aujourd'hui, on a une rentable brute à 8%. Donc, acte en main, on est à 8. Et donc, finalement, le coût de faire gérer le bien par tantième, tu passes de 8 à 7,2. Tu vois, quelqu'un qui le ferait tout seul, qui gérerait tout seul le truc, alors il y aurait quand même des assurances et tout ça. Mais finalement, toi, on avait calculé que tu perdais à peu près 0,5% oui, en le faisant par c'est pas tantième, énorme. ce qui n'est pas énorme finalement, de le faire gérer par une société plutôt que de tenter de le faire toi-même. Et alors le point, moi, alors ça c'est un peu technique, mais moi c'est notre tableau qu'on aime toujours, nous. Tu vois, ça c'est bon, pour les plus matheux d'entre nous, c'est les hypothèses de sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça dit en fait? Il faut bien comprendre deux choses. En fait, ce que tu vois à gauche, en fait, en ordonnée, c'est le chiffre d'affaires qu'on arrive à générer. Donc aujourd'hui, on a 178 000 euros. Et donc, si on a ce chiffre d'affaires de 178 000 euros et qu'on revend le bien, donc le taux de capitalisation, c'est-à-dire c'est le taux de rendement que va attendre un investisseur dans 8 ans. Si on le revend et que l'investisseur, dans 8 ans, il attend du 7,2 et qu'on génère 178 000 euros de revenus, le taux de rentabilité du global du projet aura été de 9%. Ce qui se passe, en fait, c'est que nous, on pense que le chiffre d'affaires donc, va
augmenter. Donc après, de combien, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas te le dire, mais on a mis différentes hypothèses. Oui, Et je suis plutôt aligné avec vous, avec votre flèche en tout cas. Enfin, je l'ai dit, hein, avec les chiffres RDNA plus plus le resto, pour moi, on est déjà plus proche des 195 000, donc on est plus proche que du niveau juste au-dessus. Donc, voilà, donc après, moi, je préfère à nouveau rester conservateur, mais on a des chiffres d'affaires qui vont, on l'espère, augmenter. Et à contrario, dans quelques années, comme on le disait en introduction, les investisseurs, ils n'attendront pas forcément d'acheter un produit à 7,2. Les taux de capitalisation, en fait, on le sait aujourd'hui, vont rebaisser. Et donc, peut-être qu'un investisseur visera et se satisfera d'avoir un produit qu'il achète à 6%. Et donc, en fait, il y a peu de temps encore, un 5% sur du commercial, et la plupart des gros fonds étaient contents sur du 5%. Donc, tu vois, en fait, on voit pas très bien là sur le graphique du dessous. Donc, c'est un graphique qui vient de BPCE. Les taux de cap, en fait, donc ils ont effectivement monté. Tu vois, on le voit là sur ces derniers mois. Et il va y avoir une baisse à nouveau des taux de cap. Tu vois, les investisseurs, il y a encore 2 ans, ils étaient contents d'acheter du 4,5. Donc voilà, donc après, c'est des hypothèses. On présente les chiffres en disant que si les taux de cap et les loyers augmentent, on a des taux de rentabilité qui seront au-delà de 10%. Bon, et puis sur 8 ans, il y a l'augmentation aussi liée à l'inflation et autres. Et il y a plein de choses, voilà. Techniquement, le chiffre d'affaires doit augmenter. Enfin, rien que pour ça doit augmenter. Donc, bon, voilà, mais ce n'est pas lié au marché. C'est ça qui est vraiment important, c'est que contrairement à l'immobilier résidentiel, on n'est pas en train de dire le marché va prendre 10%. On l'a écrit d'ailleurs, on n'a pas modélisé de plus-value liée au marché. Si Bordeaux explose demain, moi j'en ai aucune idée, ou de moins-value ou de plus-value, tu vois. On n'a pas modélisé d'évolution du marché bordelais. Ok, très clair. Et je pense que, à vous de vous faire encore une fois votre propre opinion par rapport à ce projet. Moi, je suis plutôt chaud, hein, clairement, sur le projet. Tu peux nous rappeler du coup quand est la vente, le lancement? Et ben je sais que ça part assez vite, donc voilà. Ouais, celui-là, il est un peu gros, donc il ne devait pas partir dans la journée. Mais ouais, effectivement, on a déjà quasi commercialisé, pré-commercialisé 70% du projet. On l'a proposé la semaine dernière. On a mis en place un système de réservation parce que ce système est un peu absurde. Tu sais, il faut se précipiter les jours J pour acheter. Bon, voilà, moi, je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais donc, il y a un système de précom. On peut faire des réservations jusqu'à la veille. Vous capez ces réservations ou pas du tout? Ouais, on va les caper, je pense, à 80%. Ok, donc là, vous êtes déjà, au moment où vous faites cette interview, à 70. Ouais, alors ça va. C'est le week-end, je pense qu'il va y avoir un peu moins de monde. Mais ouais, on va ouvrir à 70-80%. Et donc, ouais, ça ouvre jeudi à 18h30. Ok, très clair. Bon, soit précommandez si vous êtes intéressé, soit si vous voulez attendre le dernier moment, ça à vous. Il restera au moins 20% normalement. Yeah, Mais bon, à mon avis, tardez pas trop quand même, parce qu'à mon avis, jusqu'au week-end, ça risque de pas durer forcément. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter pour quelque chose, parce que pareil, vous êtes la seule plateforme qui fait ça, c'est que vous annoncez vos projets 3 semaines avant, quasiment au moins 2 semaines avant. Et ça, encore une fois, on investit dans de l'immobilier, dans des projets, et j'encourage à chaque fois tout le monde, tous ceux qui regardent la chaîne, à faire vos propres recherches. Et c'est vrai qu'il y a des plateformes, on en parle régulièrement, où on a à peine 24 heures pour analyser un projet. Je trouve ça limite, je le dis. Hein. Là, au moins, on a le temps, on regarde le projet, on a le temps de faire ses propres analyses, de se faire sa propre opinion. En plus, on peut réserver. Voilà. Honnêtement, c'est presque un sans faute. Hein, bravo. Non, mais merci. Mais à nouveau, je trouve que placer 10 000 euros comme ça sur un coup de tête, je trouve ça bizarre. Je veux dire, alors je sais que les plateformes font ça pour créer le FOMO, tu vois, et il faut aller vite, ça va vous passer sous le nez. Bon, tu places quand même de l'argent. Donc à un moment, tu as envie d'y réfléchir à 2 fois, tu as envie d'en parler à ta femme, ta copine. Enfin, tu vois, je veux dire, ou de renseigner à plein de copains. Enfin, tu vois, je trouve ça important quand même que tu aies le temps d'analyser le dossier. Donc, alors là aussi, on l'a fait pour être tout à fait sincère. On l'a fait aussi parce que le projet était gros et qu'il fallait aussi un peu de temps pour le présenter et laisser au maximum de personnes le temps d'investir. Tu vois.
Je pense pas qu'on laissera 3 semaines tous les autres projets. Peut-être que ça sera un petit peu moins. Non, bon, après, oui, c'est vrai que quand un projet il traîne un peu sur une plateforme, c'est pas bon signe, on est d'accord. Mais bon, vu la réussite de vos derniers projets, bon, clairement, je pense pas que ce serait arrivé. Mais bon, enfin, là, tu m'as dit déjà, vous êtes à 70. Clairement, le projet va pas durer très, très longtemps. C'est sûr. Ok, bah voilà. En tout cas, bah, très clair, très beau projet. On espère que celui-ci va vous plaire, en tout cas, et que vous allez nous proposer par la suite régulièrement, tous les 15 jours, un mois au minimum, voilà, des nouveaux projets aussi bons. Et encore une fois, bah, si vous n'êtes pas du coup inscrit sur Tantième, bien sûr, il y a le petit code de bonus en dessous de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, mettez-nous en commentaire, voilà, si vous êtes chaud ou pas sur ce projet-là, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre du coup en commentaire, likez bien sûr la vidéo comme d'habitude. Et du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut!